Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie de niveau première, de première STMG. Mais ça marche aussi si tu es en ST2S ou dans une autre filière technique. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur le sujet, parce que là il s'agit de la deuxième partie sur la diversification des espaces productifs, je t'invite à cliquer là ou là, voir la première partie du cours tout simplement. Troisième point, une recomposition spatiale stimulée par différents acteurs. On va d'abord voir dans un premier point le rôle des acteurs publics. Alors, un acteur, qu'est-ce que c'est? Un acteur, c'est avant tout un individu ou un groupe d'individus ou une entité, donc comme l'État par exemple, qui a pour objectif d'aménager un territoire, de l'organiser et surtout de le développer. Du coup, ce qui nous amène à la définition de l'aménagement. On ne peut pas parler d'acteurs sans parler d'aménagement, parce que ce sont eux qui organisent le territoire. Donc, l'aménagement, c'est une action concertée qui vise à organiser le territoire à l'ordonner autour d'un projet. L'aménagement du territoire permet de faciliter les flux, ça veut dire les allers-retours, les va-et-vient des transports ou encore des choses plus invisibles pour nous à notre œil, le numérique. La fibre, elle passe par des câbles. Donc, que ce soit une autoroute ou un réseau de fibres, c'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide ou pas également de subventionner des projets ou encore carrément des secteurs de production. On l'avait notamment vu dans le premier thème de géographie, où on avait abordé le biopôle de Gerland à Lyon. Là, c'était à ce moment-là, c'était le secteur de la recherche et du développement qui était subventionné. L'État, ce n'est pas que la subvention pour développer une activité. Ça peut aussi être des subventions pour la maintenir. Par exemple, c'est le cas de l'activité pastorale aujourd'hui en France. C'est un secteur d'activité en tout cas qui est en grande souffrance. Et les éleveurs ont souvent besoin d'aide, pas forcément pour être compétitifs pour le coup, mais surtout pour continuer à exister. Développer une activité, ce n'est pas que forcément donner de l'argent. Ce n'est pas que des subventions, ça peut aussi mettre en place une fiscalité attractive. C'est le cas de ce qu'on appelle les zones franches. Nous, on avait vu en cours, par exemple, le cas de la Duchère à Lyon, qui est ce qu'on appelle une ZFU, c'est une zone franche urbaine. Le principe est assez simple, c'est de défiscaliser une zone, un territoire, c'est-à-dire qu'en gros, on enlève les taxes pour inciter les entreprises, les commerçants à venir s'installer dans ces quartiers, dans des endroits de la ville qui sont très peu attractifs de manière générale pour développer le dit quartier. On avait notamment vu avec la Duchère que cela a amené à un processus de gentrification. Si vous avez oublié ce que c'est, je vous invite à consulter vos cours. Donc, du coup, qu'est-ce qu'une zone franche? C'est un territoire bénéficiant d'avantages fiscaux ou douaniers. Dernier élément qui peut rendre un territoire attractif, ça peut être aussi les salaires bas, des salaires en dessous de la moyenne et bien en dessous de la moyenne même parfois. C'est notamment une des politiques que l'on retrouve au Bangladesh, à Myanmar, qui est donc le nom de la Birmanie, ou encore en Thaïlande. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, toutes ces politiques pour rendre son territoire attractif? Eh bien, en fait, ça va mettre en concurrence ces différents territoires autour de la planète. Donc là, ce qui se passe, il y a un décalage avec l'image, car j'ai eu un bug, ça a bien enregistré l'image, mais pas du tout ce que je disais. Du coup, je poursuis. De fait, le rôle des États est redéfini par la mondialisation. Les instances supranationales, comme l'Union européenne ou les associations de libre-échange, de type Mercosur, CETA, etc., deviennent des espaces de référence qui supplantent les frontières étatiques. Oui, j'ai fait plus simple que ce qui était prévu à la base. Ce qui nous amène du coup à nous demander le poids des acteurs privés. Alors ces acteurs privés, ce sont essentiellement les FTN, j'en avais parlé dans la précédente vidéo du cours. Les FTN sont les firmes transnationales, ce sont en réalité des entreprises qui ont plusieurs secteurs d'activité et qui sont présentes sur plusieurs territoires. Les firmes transnationales, on en compte plus ou moins 100 000 dans le monde. 100 000 firmes transnationales et 9 fois plus de filiales. Je prends l'exemple de Nestlé, c'est un exemple que j'ai utilisé dans le cours. Nestlé, c'est une grande entreprise du secteur de l'agroalimentaire d'ailleurs, et pourtant, l'une de ses filiales, ça peut être KitKat. Ça peut aussi être la marque Félix, donc les produits pour chats. Ces firmes transnationales, elles sont présentes dans de nombreux secteurs d'activité. Par exemple, dans le secteur des hydrocarbures, on retrouve notamment la Royal Dutch Shell, plus connue sous le nom tout court de Shell. Vous savez, Shell, ça veut dire coquillage. C'est le coquillage sur les stations essence. Et on retrouve également le Total, par exemple,
Exxon, etc. Dans le domaine des loisirs, inutile de vous parler, je pense, de Walt Disney, qui est à la fois producteur de dessins animés, plus ou moins pour les enfants, ou encore de parcs d'attractions. Dans l'agroalimentaire, il existe Nestlé, PepsiCo, Unilever. Dans le domaine de l'automobile, nous retrouvons le constructeur allemand Volkswagen, le japonais Toyota et l'américain General Motors. Et je vais finir par la grande distribution avec Carrefour et Walmart. Et précisément sur Walmart. Walmart, qui en 2016 est l'entreprise ayant réalisé le plus grand chiffre d'affaires au monde, un chiffre d'affaires s'élevant à 485 milliards de dollars. Walmart est devant Apple, par exemple. Ah oui, je n'ai pas parlé des télécoms. Bon, Apple, Samsung, Nokia, etc. Forcément, ça va ensemble. Et les firmes transnationales, le principe même, c'est qu'elles sont présentes partout dans le monde. Elles choisissent en réalité les différents espaces les plus avantageux pour produire. Les FTN, du coup, participent directement à la recomposition des espaces productifs, puisqu'en choisissant leur lieu de production, elles modifient la chaîne de valeur ajoutée. Ces firmes transnationales, elles sont seulement, entre guillemets, 100 000 au monde, parce que je rappelle qu'il y a 9 fois plus de filiales, et pourtant, elles représentent 10% du PIB mondial. Ça veut dire que de toute la planète Terre, de toutes les entreprises qui existent, elles détiennent 10% du PIB. Et pourtant, et donc toujours à cette même échelle de la planète, elles ne composent que 0,1% de toutes les entreprises. Ce qu'on appelle les IDE, donc les IDE, ce sont les investissements directs étrangers. En gros, c'est le budget qui est dédié à l'implantation dans un autre pays par une entreprise. Donc ce sont essentiellement les grandes entreprises qui réalisent des IDE, ça peut aussi être des États. Et en fait, du fait de la mondialisation, de la recomposition des espaces productifs, les IDE ont été multipliés par 10 depuis 25 ans. Qu'est-ce qui motive les entreprises à investir à l'étranger? Disons-le concrètement, ce sont les zones franches, qu'on retrouve beaucoup en Asie. C'est là où également les acteurs publics ont un rôle sur les acteurs privés, c'est qu'ils essayent de les modérer, c'est qu'ils essayent de les réglementer. Notamment, par exemple, en luttant contre les paradis fiscaux, en souhaitant une meilleure transparence des entreprises. Les acteurs publics, du coup, ce ne sont pas seulement que les États, cela peut très bien être aussi des ONG ou encore la Banque mondiale. Et l'autre point sur lequel les acteurs publics peuvent agir, c'est sur le droit du travail. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte, d'un pays à un autre, le droit du travail n'est pas le même et certains pays emploient encore des enfants. Par exemple, je vais vous parler d'un scandale qui a eu lieu en Turquie. Alors, il n'est pas lié au travail des enfants pour le coup, il est lié concrètement au droit du travail. Donc, une chaîne de prêt-à-porter, une grande chaîne de prêt-à-porter, Zara, avait sous-traité une partie de sa chaîne de montagne à des entreprises en Turquie. En gros, ils n'avaient plus d'argent pour payer leurs employés et elles ont dû fermer. Eh bien, Zara n'a jamais payé ses employés en Turquie. Pour faire entendre leur voix, comme le rapporte Associated Press, les ouvriers désemparés ont trouvé une parade. Ils ont sillonné les boutiques Zara d'Istanbul pour glisser dans les vêtements des messages de détresse à destination des consommateurs, des SOS sous forme d'étiquettes qui lancent cette alerte. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces étiquettes? Il y avait ce message: j'ai fabriqué cet article que vous êtes sur le point d'acheter, mais je n'ai pas reçu de salaire pour le faire. Dernier point et non des moindres, car essentiel au XXIe siècle, le rôle du numérique et la place de l'innovation. Les FTN investissent de plus en plus dans les services numériques. Je vous avais par exemple parlé du fait qu'une entreprise en Amérique peut très bien sous-traiter sa partie comptable en Inde. Mais il y a des entreprises qui se spécialisent dans le numérique et l'innovation est cruciale pour rester compétitif. C'est ce qu'on appelle les GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ça, c'est la version occidentale et comme vous venez de l'entendre, largement dominée par les Américains. À savoir qu'il existe l'équivalent chinois qui s'appelle Batix. Alors, le B, c'est pour Baidu, c'est l'équivalent de Google. Alibaba, qui est l'équivalent d'Amazon, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Vous avez Tencent, qui est l'équivalent de Facebook. Xiaomi pour Apple. Donc, l'émergence, voire même la prédominance de ces entreprises dans les espaces productifs a pour conséquence en fait de dématérialiser ces espaces productifs. Vous pouvez très bien travailler pour Google depuis chez vous, par exemple. Vous pouvez très bien travailler pour Google depuis un autre continent, ce n'est pas un problème pour Amazon, enfin bref, de manière générale. En fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un nouveau type de travail, c'est ce qu'on appelle les digital nomades. Ce sont toutes ces personnes qui, grâce aux services numériques, peuvent travailler pour une entreprise sur un continent,
pour un autre. Vous pouvez par exemple travailler du Japon pour une entreprise en France, vous pouvez travailler en France pour une entreprise en Allemagne, il n'y a pas besoin forcément de changer de continent. Ces métiers ils sont très divers, ça peut être graphiste, community manager, et comme dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec les FTN, ça peut très bien être comptable. Comme je l'ai dit pour ces entreprises, l'innovation est cruciale. Elle permet de rester compétitif et de fait participe à la mise en concurrence des différents territoires. Ces territoires ils peuvent à la fois cumuler lieux de production et lieux de recherche, c'est ce qu'on appelle des clusters. C'est le cas de la Silicon Valley ou encore de la ville de Bangalore en Inde. Et maintenant, la conclusion. Les espaces productifs recomposent l'espace à l'échelle mondiale. Les territoires sont mis en concurrence à la fois par les grandes puissances économiques et par les FTN. Ces dernières cherchent à être de plus en plus compétitives et créent de fait une chaîne mondiale de valeur ajoutée. Cette recomposition est principalement visible dans les métropoles situées sur les littoraux qui proposent une infrastructure et dont l'interface est propice aux échanges. Et voilà, c'est fini pour la question A qui est en fait le cours. On va passer à la question B qui sera une étude de cas située sur le port de Rotterdam. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et si tu as aimé me voir en vidéo te faire court, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me fait plaisir.